Toi, Laurent, tu parlais justement de fil rouge au global et puis quelque chose qui bride pas le local. Comment tu décrirais ce glocal chez Segos, notamment dans vos expériences? Comment vous l'avez vécu? Oui, j'ai travaillé plusieurs fois avec des sociétés internationales. Je pense notamment à une société japonaise de constructeurs automobiles qui, pour notamment les lancements de véhicules, avait beaucoup de modules de formation, on va dire, globaux, mondiaux, et qui a cette règle qui ensuite, je me suis rendu compte que beaucoup de clients adoptent cette règle, voire même moi je la préconise dorénavant. C'est la règle du 80-20, donc c'est 80% obligatoire, standard, global, et 20% d'espace dans la formation pour l'adaptation locale. Et donc, en fait, quand on fait les habilitations de formateurs, on leur explique quels sont les 80% obligatoires à développer ou appliquer localement et 20% qui sont adaptables. Donc, ça va concerner les études de cas, de telle sorte qu'elles ne soient pas génériques, mais qu'elles soient justement adaptées au marché local. Ça va concerner la réglementation éventuellement sur la vente de véhicules, etc. Et de ton côté, Karim, toi, tu as aussi une analyse de cette Oui. partie-là où tu le constates chez tes clients, il y a des équilibres à trouver entre le local et le global? Effectivement. Chez Learnlight, typiquement, on va conseiller au L&D de manière globale, au siège par exemple, de garder la main sur tout ce qui est contrôle, tour de contrôle, c'est-à-dire la data. Gérer la data, l'évaluer, de définir aussi les compétences à travailler. Donc, au niveau global, une entreprise, elle sait que la langue de communication, c'est l'anglais ou autre. Et donc, la compétence, c'est que les collaborateurs arrivent à un niveau B1, C1 en anglais. Et donc définir la compétence et ensuite donner les moyens. Pourquoi pas un moyen unique qui serait la plateforme digitale, et ensuite donner, comme disait Laurent, ces 20% de flexibilité aux antennes locales avec, pourquoi pas des organismes en face à face, ou une entreprise française qui est aussi présente en Roumanie va travailler avec un organisme de formation roumain parce que éventuellement aussi ça coûte moins cher de prendre des cours là-bas. Et ça permet aussi de s'adapter aux enjeux, aux besoins de formation des collaborateurs, parce que la personne veut aussi qu'on parle sa langue natale pour se sentir rassuré. Et tout ça, dans le but d'adapter le besoin aux apprenants. Et on va localiser aussi la partie peut-être administrative, plus légale, parce que la formation, il y a des réalités différentes dans chacun des pays. Nous, on le sait très bien en France avec tout ce qui est CPF, OPCO, toutes ces tâches administratives, les Calliope. Donc, s'assurer aussi d'avoir des organismes qui connaissent le terrain, qui respectent la législation pour pouvoir bénéficier des financements qui sont disponibles. Ok, très clair. Beaucoup de choses à retenir. Donc, le global pour tout ce qui est outils, centralisation, fil rouge, comme on le disait, sur cette donner la tendance, la culture, et puis le local pour porter tout ce qui est l'adaptabilité, prendre en compte le contexte, maximiser l'engagement. Toi, Laurent, ce local, ce fonctionnement, comment il se traduit côté apprenant? Ah oui, alors juste avant, je voudrais rebondir sur ce que dit Karine, qui est que le modèle local, qu'on va dire hybride, ça veut dire quelque part être capable d'avoir des éléments globaux et avec des relais locaux, avec le relais local. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois le global, ça peut être tout simplement le fait qu'on n'a pas de relais locaux, et donc en fait on a un message qui part du siège et qu'on essaye d'envoyer de façon uniformisée partout. Et donc par exemple dans mon métier, ça veut dire, on appelle ça de l'export. On prend un formateur pour une formation sur mesure, comme tu le disais, on l'envoie dans les différents pays parce qu'on n'a pas de relais locaux, et donc la personne est là. On n'a pas ce phénomène d'hybride et de combinaison des deux. On a simplement du global qui arrive, et donc on va revenir peut-être sur ces éléments qui sont les déconnexions, parce qu'en termes d'apprentissage, ça ne va pas correspondre. Puis vice-versa, on a le contraire. On a les sociétés qui ont beaucoup de filiales et qui ont des universités locales qui, elles, peuvent mettre en place effectivement ce système hybride local, on va dire. Tu nous as parlé qu'il y a différentes tailles d'entreprises, et donc en fonction de là où on se situe, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si je suis déjà très internationale ou si je suis en cours d'internationalisation, je ne vais pas avoir les mêmes moyens, les mêmes enjeux. Exactement. Et donc, il faut adapter ce pourcentage où tu disais 80-20 aussi à vos réalités terrain. Donc,
Ça, c'est important et tu l'as déjà vécu. Tout tout ce qu'on veut mettre en place n'est souvent pas faisable, donc une grande adaptabilité. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que ça veut dire côté apprenant, donc le côté hybride? En fait, ça veut dire justement par rapport à l'exemple que je donnais, si c'est une personne qui vient en export, ça va être déconnecté. En revanche, si c'est 20% adapté et que c'est effectivement elle est hybride, on aura forcément une connexion beaucoup plus importante. Ça sera relayé avec du local, ça sera plus pertinent pour les participants, pour les apprenants. Et puis, donc voilà, dans l'expérience d'apprentissage, elle sera forcément bien meilleure. Également, c'est quelque chose que tu observes, toi, sur les côtés apprenants, ça se passe bien, ce local, ça se vit bien? Ça se vit bien quand on prend en compte les besoins locaux. Et pour ça, avant de parler du côté apprenant, et pour ça, il faut vraiment embarquer les équipes L&D à travers le monde. Moi, je sais que c'est un succès quand en amont, avant de lancer les choses, on a eu des points avec des dizaines de personnes dans l'écran lorsqu'on est sur un visio, parce qu'il y a les L&D du Brésil, de Chine, etc., et qui sont capables d'apporter et de dire leurs besoins spécifiques qu'on prend en compte en amont avant de lancer les choses. Pour l'apprenant, typiquement, oui, il faut proposer du contenu spécifique qui est en lien avec sa réalité professionnelle, son besoin en langue, son niveau, dans le sens où typiquement nous on travaille avec une grande marque qui est dans la mode, qui a des boutiques à Mexico, à Paris, à Dubaï, à Shanghai. Le but c'est le même, c'est d'aller amener les employés en boutique sur un niveau C1. En anglais, mais la réalité n'est pas la même, parce que les employés ne s'adressent pas aux mêmes clients, les besoins locaux ne sont pas les mêmes, donc il va falloir être capable de proposer du contenu différent, de proposer aussi des formateurs qui puissent s'adapter. C'est aussi notre avantage d'être une école de langue virtuelle, c'est d'avoir des formateurs à travers le monde, donc ils sont capables de parler d'autres langues pour rassurer les apprenants, travailler différents accents. Donc, la vision globale doit permettre aussi de se localiser, de proposer du spécifique par rapport aux apprenants. Et donc, du coup, vous avez commencé à en parler pour cette mise en place locale. Il y a des facteurs clés de succès, vous avez commencé à dire, trouver des relais locaux. Karim, si toi, tu as quelques exemples de choses à bien penser avant de se lancer? Tout à fait, ouais. Il y a plusieurs choses à avoir en tête. J'ai parlé de anticiper les choses. Alors, typiquement, ce qui va faire le succès, c'est que l'entreprise ait défini ses besoins et défini les interlocuteurs et créer des équipes mixtes en amont pour embarquer tout le monde. Donc, éventuellement, s'il y a un appel d'offres qui se propose, dans la définition des besoins sur un appel d'offres, il faut consulter les différentes entités, les différents territoires, parce qu'ils vont avoir des besoins bien spécifiques. Il faut aussi définir qui fait quoi. Qu'est-ce qui reste sous la main du siège social? Qu'est-ce que les entités localement continuent à gérer? Est-ce qu'ils ont la liberté pour aller chercher un organisme plus spécifique, pour avoir des formateurs en one-to-one, sur du face-à-face, etc. Ou est-ce que tout reste géré par le headquarter et finalement, le local, ça va être vraiment que la gestion administrative sur du spécifique par rapport à des modes de financement. Voilà, donc une bonne communication en amont dans l'entreprise qui explique les enjeux de cette centralisation des formations, et ensuite un partenaire aussi global qui sait s'adapter localement, un partenaire global qui est présent à travers le monde, qui puisse répondre à des demandes sur différents fuseaux horaires dans différentes langues. Et toi, Laurent, tu parlais aussi, tu as quelques tips à nous donner pour préparer le succès. Tu parlais d'un LMS important, la structure qui est importante. Oui, alors je pense que un point clé dans le système hybride, c'est notamment combler la distance entre le siège et les marchés, les filiales, etc. Et ça peut être une distance kilométrique, ça peut être une distance en temps, en fuseau horaire. Et puis, c'est la distance du siège avec les pratiques qui sont différentes, les profils qui sont différents, etc. Et donc là, on peut se dire que parmi les facteurs clés de succès, pour compléter ce que disait Karim, c'est on va trouver aussi tous les éléments, les outils et les moyens qui permettent de rapprocher les deux modèles, les deux réalités. Donc effectivement, nous, par exemple, chez Segos, où on a cette thématique,
pratique, puisqu'on on est sur 3 continents avec une quinzaine de filiales, ou 15 filiales précisément d'ailleurs. On a une LMS multi-tenant, donc multi-domaine, ce qui fait qu'on a un corps central, un squelette central, et puis aussi ensuite des versions pour les langues, naturellement, pour que ça puisse, que ce soit dans la langue du pays, pas en français partout, ou en anglais partout. On a aussi quelque chose d'assez simple, on a des communautés transverses de pratiques et d'expertise, donc qui nous permettent justement de faire communiquer des personnes, quel que soit le pays. Alors le plus difficile, c'est de trouver le fuseau horaire qui convient entre le Mexique, qui est la zone la plus loin côté occidental, et la Chine, qui est la plus loin côté oriental pour nous. Donc en fait, et c'est pour revenir à ce sujet que dans le facteur clé de succès, c'est certainement recréer de la proximité là où elle n'est pas toujours évidente en fait. Très bien, merci à tous les deux. Donc là, on voit bien finalement, il y a de la vertu partout. Ça va permettre d'avoir une cohérence globale et puis d'être pertinent sur le terrain. Et donc, le vrai sujet, c'est de comment je vais trouver l'équilibre qui est adapté à ma taille d'entreprise, à mes capacités sur le terrain et aussi à mes besoins d'apprenant. En partant de l'apprenant, c'est vrai que c'est toujours plus simple d'arriver à décortiquer. Et ça va être vraiment où est-ce que je place le bon curseur entre les deux pour garder la cohérence et la pertinence. Donc du coup, on passe à la dernière partie. Ça a quand même des avantages non négligeables et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour construire votre projet. Notamment, un des premiers leviers, c'est un bel avantage sur l'engagement. Donc Laurent, si toi tu peux nous résumer pourquoi c'est important ce modèle et qu'est-ce que ça génère en termes d'engagement? Alors, c'est presque même pas résumé, c'est simplement tirer les conclusions de ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'évidemment, l'engagement, c'est-à-dire la volonté de s'inscrire, la volonté de participer et ce que peuvent en retirer les participants est évident par rapport à tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à présent. Et donc, on va le retrouver dans les NPS, donc Net Promoter Score, à l'issue de la formation, les évaluations de satisfaction, les suivis managériaux sur le terrain, de mise en pratique des nouvelles compétences acquises. Et donc, voilà, je crois que tu avais donné de toute façon une statistique au tout début qui illustrait bien ça. Ça a aussi un gros avantage pour les équipes L&D, pas mal d'ailleurs. Ouais. Si toi, Karim, tu peux nous citer quelques points. Bien sûr. Il y a l'avantage financier, du coup. Bien sûr. On harmonise, on centralise, donc on rationalise les coûts. Je reprends mon exemple. Donc cette entreprise avec laquelle on travaille depuis plus de 3 ans, qui a lancé du contenu digital unique, ça lui a permis vraiment de rationaliser à hauteur de 30% le même budget qu'elle allouait au niveau mondial pour les formations en langue. Et avec ces 30%, ce n'est pas forcément une économie qu'elle a réalisée, c'est un investissement en plus qu'elle avait pour pouvoir personnaliser les formations ensuite, là où les demandes étaient le plus criant, et donc réduire le time to skill pour des personnes qui avaient éventuellement un niveau très faible en anglais, qui devaient arriver à un niveau intermédiaire. Et ensuite, c'est aussi un excellent outil pour les managers L&D, pour éventuellement justifier les budgets au board ou au DRH, parce que y a de la transparence, on est sur de la data unique, comparable et facilement lisible. Exactement. Et puis après, pour les équipes L&D, c'est un gros bénéfice de simplification sur la cartographie des compétences. Donc, toi, tu as parlé, Karim, surtout sur les langues, d'avoir une échelle commune pour pouvoir mesurer le niveau de chacun et leur proposer des parcours. Pareil sur l'ensemble des compétences. On en parlait pour la mobilité. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de ce global piloté et puis de ce local exécuté. Du gain de temps, parce que si le global fournit des outils, des modèles, et du coup, on n'a pas à tout reconstruire toujours de zéro en local. Et puis, l'exploitation des data, donc on en parlait sur le ROI, mais au-delà de ça, la récolte des données de manière uniforme va permettre aussi une meilleure analyse plus globalement. Donc, merci à tous les deux. Je crois que Laurent aussi, tu avais un exemple de ROI sur une formation que tu avais délivrée en commercial. Oui. Oui, là, ça serait plus l'impact business, donc c'est-à-dire qu'est-ce que l'investissement, on va dire en formation, va générer sur le business.
Un de mes sujets préférés, c'est les lancements de produits, parce qu'en fait, dans mon domaine qui est Sales and Marketing, on retrouve le lancement de produit, c'est typiquement un produit développé au siège, globalement pour tous les marchés des sociétés internationales, mais qui doit être coordonné, le lancement, localement pour aller activer les cibles commerciales du marché. Et donc, on se retrouve vraiment typiquement où dans les formations de lancement de produits, en fait, on est sur cette nécessité d'être local. Ces formations qui consistent à mettre en main les produits nouveaux localement qui ont été conçus centralement, effectivement, il y aura un très bon ROI si c'est réussi grâce au système hybride, et il y aura un mauvais ROI si c'est un lancement global qui n'a pas de résonance locale avec le marché ou qui est fait de façon dispersée dans les marchés localement, sans qu'il y ait une coordination centrale de centralisation des investissements, remontée des informations de vente, etc. Donc voilà, c'est un très bon exemple, je trouve. Et donc, j'ai fait effectivement plusieurs fois des formations à des lancements de produits où je sais que le rendement de la formation sera mesuré au succès du lancement du produit. C'est un très bon exemple, très parlant, avec un impact direct sur le business. Donc, c'était bien de le citer ici.